Bon Aurélien, comme je te disais, c'est un honneur de pouvoir discuter avec toi. Vraiment, merci de pouvoir m'offrir ce moment. Bon, pour résumer un petit peu ta carrière, même si tu l'as déjà fait plusieurs fois, t'as été 7 fois champion du monde, de 96 à 2006, Ouais, dans 3 disciplines différentes, ouais, donc le Muay Thai, le kickboxing et le karaté. ouais. Moi, la première question que je voudrais te poser, c'est comment est-ce que tu as réussi à faire le pont entre ces 3 disciplines différentes pendant 10 ans? Léo, merci pour tes questions. Et déjà, merci aussi de me permettre cet espace et ce moment d'échange. Derrière ce côté léger, allez, on va écouter un podcast, on va se faire du bien. Ce que tu es en train de faire là, ça contribue à vraiment l'élévation de l'humanité. En ce moment, le monde va mal, entre les humains vont pas bien. On a vu l'époque post-Covid, il y a beaucoup de dépression, de tristesse, de solitude. Je veux pas être alarmiste, mais je sais dans quelle situation on est. Et donc, ouais, je voudrais vraiment rappeler aux gens qui nous écoutent que ces moments-là, ils sont nourrissants, ils génèrent du bien-être, de la confiance, ils apportent de l'information, et ils permettent de reprendre du pouvoir sur sa vie. Donc, merci infiniment de créer ces moments. Merci beaucoup. Mes réponses, souvent, elles vont être peut-être chamboulantes, parce qu'on pense souvent que je vais aller chercher dans le mental de l'homme, du conférencier, dans le corps du guerrier, alors que les réponses, elles sont toutes dans notre cœur, dans notre âme d'enfant. Et à cette question, comment je faisais pour m'adapter ou pour faire les ponts, comment, quand on était petit, on faisait pour jouer au Lego d'une main, faire de la pâte à modeler de l'autre, d'un coup faire de la peinture, après s'inventer catcheur, après aller faire des devoirs. On se posait pas de questions. On est multitâche, on savait que ça nous excitait, ça nous plaisait, le monde il est riche, il y a une multitude de choses à faire, et on se posait pas la question. On ne s'était pas compartimenté. On s'était pas dit je suis boxeur, je suis basketteur. On était des mots, mais on faisait du basket, on faisait de la boxe. Et à ce moment-là, on était, mais c'était interchangeable. On avait compris nos multifacettes. Jusqu'au jour où on nous dise stop, ça c'est pas pour toi. Non, ça tu n'y arriveras pas. Et donc on s'est retranché vers ce qu'on maîtrisait et on a oublié tout le reste. Et on a eu de la difficulté à aller vers la nouveauté parce nous on se voyait comme un débutant quand on était enfant, comme une ceinture blanche. Il n'est pas mauvais, il est débutant. Donc ça nous enlevait la culpabilité et on gardait l'excitation, le plaisir de découvrir quelque chose de différent. Plutôt que d'être focalisé sur oh je sais pas, oh je connais pas, est-ce que je vais y arriver. Tu vois, on était vraiment sur le positif et c'est ça qui fait qu'on passe à l'action. Donc j'ai l'impression que dans le sport, j'ai gardé ça, cette curiosité, c'est des coups de pied, des coups de poing. Appelle le Muay Thai, kick, savate, kung fu, sanda, appelle le MMA, du sol, il y en a dans le karaté, et des atémis, il y en a dans le judo et dans le jujitsu. Donc à la base, tu vois, le combat, c'est tout ce qui fait qu'on peut s'opposer avec notre corps. Donc pour une question de curiosité, de gourmandise, et aussi pour une question d'opportunité. À l'époque, années 90, il n'y avait pas beaucoup de galas. Et quand tu boxais dans une seule discipline, bah, tu ne pouvais pas boxer souvent, alors qu'en boxant dans différentes disciplines, je pouvais multiplier mes chances de boxer et avoir plus d'opportunités. Et comment tu faisais au niveau de tes entraînements, de l'accompagnement avec tes coachs? Comment ça se passait en fait, de passer d'un sport à l'autre? Bah, déjà, à la base, j'avais un coach principal Mhm. que j'ai ouvert, Jean-Marie Merchet, que je salue. Souvent, on oublie de saluer nos entraîneurs. Jean-Marie Merchet, qui est décédé, paix à son âme, et lui-même qui avait été enseigné par Put Patnoy. Toi qui es en Thaïlande, demande qui c'est, hein, Golden Leg, la meilleure jambe gauche de tous les temps. Et donc voilà, je me suis aussi entraîné avec lui, et c'est lui qui m'a envoyé en Thaïlande. Donc comment on faisait? Je suis arrivé, Jean-Marie faisait du karaté traditionnel et de la boxe thaï. Moi, j'étais déjà champion de France classé en kick à Villejuif. Donc, quand je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien continuer les kicks. Et donc, déjà, il a adhéré, tu vois. Il avait déjà 2 disciplines, on a rajouté le kick. Et ce qu'on faisait, c'est être spécifique. C'est-à-dire qu'on s'entraînait principalement en mouet pour être le plus complet, les pieds, les poings, les genoux, on savait tout faire. Et quand on prépare un combat en kick, ben pendant 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, pas de corps à corps, pas de PAM, pas de coude, plus de déplacements. On s'adaptait quand on faisait karaté. Le karaté, c'était du karaté Shidokan, une forme de karaté complètement folle où Mm. les règles évoluent au fil du combat. C'est-à-dire qu'on fait les 3 premiers rounds en karaté Kyokushinkai. S'il n'y a pas de décision, on retourne dans le coin. On fait 3 rounds en Muay Thai. Et s'il n'y a pas de décision, on retourne dans le coin. On met les gants de MMA. Et 3 rounds de pancras, c'est-à-dire frappe debout. Et au sol, que des clés, pas de frappe. Donc on s'adaptait.
J'allais une fois par semaine au Jiu-Jitsu pour préparer les saisies, les projections, tout ça. J'allais me renforcer chez les frères Mamoudi en Muay Thai. J'allais tourner autour de. J'étais rapidement le plus fort de ma salle. Et ben, jusqu'en 2000, après en 2000, quand je suis devenu autonome, ben, j'allais chez les spécialistes. Et je me faisais un programme spécifique pour les règles de ma discipline. Le cerveau, il est programmable. Et on voit des mecs, des fois, qui boxent en K1, qui n'arrêtent pas de saisir, qui n'arrêtent pas de saisir. Tu te demandes bah, quelle était sa préparation. Est-ce qu'il a supprimé les saisies de sa préparation? Tu combattras comme tu t'entraînes. Et donc voilà, de vraiment s'autoriser à être spécifique. Ok. Et quand tu dis que tu es devenu autonome, c'est-à-dire que Ouais. tu t'entraînais, tu te coachais toi-même? Oui, de 80... La première année, j'étais à Villejuif avec Patrick Réa et Francis Hamdaoui, que je salue aussi. Ensuite, je suis passé à haute tension avec Jean-Marie Merchet. Et en 2000, on s'est fâché pour des histoires personnelles, des guerres d'ego, on pourra en parler. Et j'ai décidé de partir. Et là, je me suis retrouvé autonome. Donc, j'ai créé une équipe. J'ai commencé seul. Et puis, rapidement, la vie fait bien les choses. Quand l'élève est prêt, le professeur apparaît. Donc, j'ai rencontré sur un combat en Italie, où j'allais boxer souvent en Italie, au début des années 2000, fin 90-2000, Alain Zanquifo, vous taperez, un champion de boxe française, de kickboxing, qui a gagné le grand tournoi, un stratège et d'une puissance à moins de 66 kilos, qui couchait des mecs de 100 kilos, quoi, impressionnant. Et donc voilà, je lui ai dit, écoute, moi j'ai pas d'entraîneur attitré, donc 2 fois par semaine j'allais m'entraîner avec lui, c'est lui qui était dans mon coin, et puis sinon les autres jours je m'entraînais seul, sous sa houlette, avec ses programmes, et aussi ma touche personnelle. J'avais quand même pas mal j'avais déjà 7 années d'expérience, j'avais fait du basket avant, presque à haut niveau, je savais m'occuper de moi, j'étais curieux, j'ai fait des études de STAPS, j'ai fait 1 an, 3 quarts, donc j'ai appris des bases sur la préparation physique, la programmation, planification d'entraînement, d'autres choses. Donc voilà, j'avais une partie d'autonomie et une partie d'accompagnement. Et c'est pas OK. C'est fatigant. Tu peux pas faire le programme toi-même, l'appliquer, le contrôler. C'est bien des fois d'avoir une équipe de confiance. À côté de ça, je travaillais la nuit jusqu'en 2000 avec Cyril Diabaté. On était videur, portier. J'ai eu aussi un établissement de nuit. Je donnais des cours pour les enfants. Je donnais des cours tous les jours. Des fois, je donnais mon cours et j'allais m'entraîner derrière. J'avais perdu combien d'influx nerveux à donner cette énergie à mes élèves. Et j'ai réussi cependant à avoir cette carrière avec toutes ces contraintes. Et j'apprends de ces erreurs pour dire aux gens, notamment qui combattent, d'être spécifiques et de mettre ça en priorité. Ouais, parce que ce qu'il y a d'intéressant dans ta carrière aussi, enfin dans ton palmarès, si je peux appeler ça comme ça, c'est une pause de 4 ans entre deux titres de champion du monde. Tu t'entraînais quand même à ce moment-là, j'imagine. Qu'est-ce que Alors, c'était tu... une pause de championnat du monde. C'était pas une Ouais. pause de combat. Hmm. J'avais pas de promoteur attitré. Donc moi, le fait que j'ai eu 40 victoires par KO, les 40 premières, champion de France invaincu jusqu'au championnat d'Europe, jusqu'au championnat du monde, j'étais invaincu de 91 à 95, les 4 premières années, et que des victoires dans la limite. 1 ou 2 matchs nuls, ça choquait tout le monde. Donc ouais, j'étais sollicité à l'étranger. Si tu voulais te faire un nom, en moins de 80 kilos, il fallait taper du hard, quoi, tu vois. Ouais. Et bah, pendant une certaine période, j'avais pas de promoteur qui me proposait des championnats du monde, donc je ne le faisais pas. Moi, j'avais pas les finances et j'avais pas l'équipe pour défendre mon titre. Donc souvent, au bout d'1 an, quand tu défends pas ton titre, tu es destitué. Mais pendant cette période, je faisais quand même des combats contre les meilleurs mondiaux. Mais il n'y avait pas de titre en jeu. D'accord, ok. Et alors maintenant, pour parler un peu de la fin de ta carrière, Ouais, tu me dis souvent que tu as commencé, tu as un peu changé d'approche au niveau de l'entraînement, etc. Notamment de l'alimentation. ouais. Tu es devenu végétarien sur la fin de ta carrière, si je me trompe pas. Après ma carrière. Après ta carrière? Ouais, après. Ok. Ouais, Mais sur la fin de ta carrière, en tout cas, tu as commencé à voyager beaucoup plus. ouais. C'est ce que tu racontes. Et tu parles souvent de cette rencontre avec, avec d'autres cultures, avec les rituels, le mystique, tu vois, notamment en Muay Thai. Ouais. Moi, je voulais te demander si tu avais des anecdotes par rapport à ça, tu vois, des choses qui t'avaient marqué. Là, il y a 2 pistes qui m'intéressent. Tu as commencé à parler de l'alimentation et c'est très important. Ouais. Notamment, ouais, parce qu'on creuse sa tombe avec sa fourchette. Hein, et que, comme disait le doyen de la médecine moderne, Hippocrate, que ta nourriture soit ton seul médicament et que ton seul médicament soit ta nourriture. Donc c'est important d'en parler. J'ai 54 ans.
Les tablettes sont là, je suis en relativement bonne santé, à part cet acouphène, je suis en bonne santé. Et j'en ai marre de voir cette génération se gaver, bouffer de la mauvaise chose sans le savoir, par habitude. Désolé de vous en avoir donné, désolé. Par flemme, le premier, je donnais des petits pots pour bébé à mes enfants parce que j'avais la flemme de cuisiner ou le manque de temps ou tout ça. Donc on a contribué à tout ça. Désolé de vous avoir empoisonné. Et j'en ai marre d'enterrer mes grands frères, mes oncles, mes potes, mes amis, parce qu'ils ont mal bouffé ou trop bouffé. Donc ce sera important qu'on passe un moment pour parler de l'alimentation, qui On est va le faire. de ta première source d'énergie et qui vraiment peut chambouler ta vie rapidement. Il y a 3 choses qui peuvent chambouler ta vie rapidement si tu veux des effets rapides. Contrôler ce que tu manges, contrôler comment tu penses, les pensées que tu entretiens dans ta tête, et contrôler les mots qui sortent de ta bouche. Si tu contrôles ces 3 choses, ou ne serait-ce que l'alimentation, c'est l'effet, la loi de Pareto, les 20% de choses qui ont 80% d'effet dans ta vie. Ce que tu manges, comment tu penses et les mots que tu utilises. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse. Sinon, les anecdotes au niveau du mystique, je crois Parce pas que tu trop vois, parce que j'imagine que ça a influencé justement ces voyages, ta façon de penser actuelle. Et ce que tu es en train de dire. complètement, et pour revenir à mon histoire, je te reparle de petit enfant que j'étais. Je ne sais pas quelle enfance tu as eu, mais souvent on a une enfance, papa, maman, ou souvent qu'un parent, dans un endroit, peut-être un ou deux déménagements. J'ai eu 14 déménagements avant l'âge de 8 ans. Donc des voyages, j'en avais fait, hein. Mhm. Changer de pays, de Dakar à Marseille, de Marseille à Paris, de Paris dans l'est de la France, famille d'accueil, reçu chez les cousins, chez ma mère, arrivé avec mon beau-père. Si on est bien conscient quand on est petit, et même dans une famille plus fixe et moins éparpillée, tu rencontres des profils différents. Mais c'est vrai que souvent, tu restes dans le même milieu social. Et moi, j'avais cette richesse des déménagements, changement de pays, de langue, de culture, de cuisine, de tradition, de religion. Donc ça te fait une ouverture au monde. Ça déstabilise quand c'est trop petit, mais j'avais déjà beaucoup voyagé avant de voyager en tant que champion. Ok. Voilà, donc c'est les petites parenthèses que je devrais vous donner, c'est que souvent on va chercher qui je suis depuis ces 4-5 dernières années, ou ma carrière sportive, ou ma carrière pro, et en vérité tu t'es construit les 7 premières années de ta vie. Donc ne mets pas en parenthèse le passé proche, mais si tu veux vraiment savoir qui tu es, va te souvenir les 7 premières années de ta vie, et comme tu n'as pas vraiment de souvenirs conscients, demande autour de toi. Regarde la gueule que tu faisais sur les photos. Ceux qui ont 20 ou 30 ans, vous avez plein... J'ai 2 photos de mon enfance. Ma fille, elle a deux photos tous les jours de son enfance, tu vois. Donc, regarde la tête que tu faisais, la posture que tu avais, les notes que tu avais à l'école, ça va t'en dire beaucoup sur qui tu es aujourd'hui. Donc, voilà, ça, les choses mystiques, peut-être non, parce que quand j'allais en Thaïlande, j'y allais pour le PAO, pour l'endurance, pour la bouffe, pour les massages, pour le physique, pour aller faire la fête le dernier jour, tu vois, pour le combat. J'y allais pour le matériel, le visible, le concret. Donc j'étais pas connecté que tous les tatouages qu'ils avaient, c'était des tatouages faits par des moines et qu'ils étaient tous bouddhistes et qu'ils allaient tous au temple et qu'ils priaient. Ça, je ne le voyais pas. J'allais dans le camp, j'allais pas avec eux au temple. J'allais le soir manger un petit peu avec eux de temps en temps quand il y avait une fête. Donc j'étais déconnecté de ma spiritualité et donc je la voyais pas là-bas, quoi. Je voyais bien les temples aux 4 coins des rues, je voyais que les gens étaient plus posés, plus pacifiés, mais je mettais ça sur l'éducation, sur donc c'est peut-être là que ouais, vraiment l'ouverture à tout ce qui était mystique, invisible, elle est venue sur le tard et brutalement. J'ai Mais toujours cru qu'il y avait qu'est-ce qui t'a justement attiré d'un coup vers le mystique? l'impuissance que l'on rencontre parfois dans le monde matériel. Je suis 7 fois champion du monde, il y a 150 personnes qui m'écoutent, je donne des cours, on fait des interviews, j'ai des médailles, euh, j'étais videur de boîte de nuit, je travaille avec des dépressifs, des prostituées, des mecs bourrés, ça va, je gère. La mère de mes enfants me dit je pars, je me retrouve comme un enfant de 3 ans. Comment ça se fait? Là, le PAO, la muscu, la diète, les protéines, ça ne sert à rien. Tu vois, je me fâche avec un ami, je peux pas être bien pendant une semaine. Je m'entends pas avec ma grande sœur, ça me troue le ventre. Tout champion que je suis. Je me suis dit, waouh, j'ai passé 20 ans à développer l'extérieur, le visible.
ben, je vais passer autant de temps à développer l'intérieur. Qui ici pourrait me dire euh, qu'une émotion, une idée, quelque chose qui n'est pas concret, ça n'est pas réel? Si je te demande de me donner une louche de peur, une bouteille de confiance, une cuillerée d'amour, tu peux pas. Et pourtant, tu le ressens en toi, ça change ta biochimie, ça change ton niveau d'acidité, ça change tes hormones, ça peut même changer le timbre de ta voix, ta posture, ça change tout. Mhm. Donc, quand tu vois la connexion à cet arbre que tu vois, ce tronc massif et ses branches, il y a autant en dessous. Sous la terre, tu le vois pas, il y a la même surface, un champ de rats. Et nous, on est connecté sur le visible à l'extérieur, tout simplement. Je m'étais perdu dans ce monde matérialiste qui met la matière avant les émotions, les pensées, l'âme, l'esprit, tout ça. Donc c'est la déception, ce couple qui éclate, la fin de carrière, 18 kilos en trop, pas d'argent de côté. C'est le dégoût qui nous fait changer. C'est l'aversion, c'est ce qu'on veut plus. On pense que ouais, je veux être millionnaire, je veux une femme, je veux une bonne santé. C'est pas ça qui va te faire changer, je t'assure. Reviens dans ta vie. Qu'est-ce qui a créé les plus gros changements? Tu t'es fait virer de l'école, ta petite copine t'a trompé, un pote t'a fait un coup de pute, tes parents se sont engueulés ou séparés, t'as perdu de l'oseille. C'est la perte, la tristesse, la douleur qui nous mène aux changements les plus radicaux et les plus puissants. Donc voilà, j'ai conscientisé ça. J'arrive pas à trouver des solutions dans le matériel, je peux faire plus de pompes, changer ma bouffe, je me sens pas mieux. Elle est partie, je suis plus père, je suis plus homme, je suis plus boxeur, mais qui je suis, putain? Et ces questions-là, bah, viennent les réponses à l'intérieur. Mais justement, tu te souviens de la première, je sais pas, des premières recherches, des premiers livres, des premiers échanges que tu as pu avoir et qui t'ont un peu montré la voie, qui ont accéléré ce changement? Ouais, je crois aux rencontres. Hmm. En tout cas, ce qui marche dans ma vie, souvent, c'est une personne. Certains, ça peut être un livre, d'autres, ça peut être un film, une situation, une expérience personnelle. Et moi, souvent, c'est une rencontre. Et c'est une prof de PS à 13 ans qui, avec... je t'ai parlé tout à l'heure, j'ai eu 14 déménagements avant l'âge de 8 ans. Et comme de par hasard, j'ai eu 14 fractures. J'ai eu 14 plâtres, tu vois. T'imagines un plâtre? T'imagines deux? Je sais pas combien vous en avez eu. 14. C'est-à-dire plus de la moitié de l'année, j'étais plâtré. On m'appelait jambe de laide, j'avais des béquilles. J'étais même plâtré une fois à la jambe. Et je me casse la gueule, je me pète le bras, donc on me met un plâtre au bras. Je refais le con, je mets un pétard dans une merde, j'essaie de me sauver. Et je tombe et je m'ouvre le menton. Et j'étais aux urgences 3 jours de suite, quoi. Les infirmières m'appelaient par mon prénom à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Enfin bref, et je perds un peu le fil. Euh, La professeure de PS. oui, donc la prof de PS qui m'a dit Aurélien, tu vas être une victime toute ta vie. Elle me voyait plâtré. Et c'est elle qui a commencé à me faire du sport, de la gym en cinquième. Euh, et ce gros changement, il est venu vers la fin de carrière. Je rencontre le développement personnel. J'ai un pote, je vais le citer, même si aujourd'hui, je vais pas dire qu'on est en froid, mais c'est plus difficile entre nous. Mais je ne renierai jamais les gens qui m'ont nourri et qui m'ont donné des choses à une période. Même si aujourd'hui, on n'est plus d'accord et j'arriverai plus à nouer des liens. Je sais qu'il a été pour moi et ce qu'il a fait pour moi. Vous pourrez taper ce qu'il fait aussi. Pascal Lafleur. C'était un camarade de boxe à haute tension à Vitry, à moins de 70 kilos. Un très bon boxeur, un mec de quartier comme moi. Et pendant quelques années, il disparaît. Et puis, je le recroise, il roule en Porsche. Il a perdu 10 kilos, lui qui était un peu grassouillet, tu vois. Costaud et gras. Je le vois tout sec, rouler en Porsche. J'ai ouvert ma salle à Bastille, vient donner des cours particuliers. Hein, quoi? C'était vers, je crois, 2009, par là, je crois, 2009, ouais. Et donc, je commence à aller à sa rencontre et j'apprends les cours particuliers, la pédagogie différenciée. Mais il me parle clairement du développement personnel, Anthony Robbins, la psychanalyse, la PNL. Il y va taquet, comme on y allait taquet sur le pao, les pattes d'ours, le PAM, la corde à sauter, le même entrain, la même excitation, la même puissance, quoi. Et puis le côté réussite, une petite salle à Bastille, un beau quartier, des gens qui venaient payer 90 euros pour 1 heure de cours particulier, moi qui venais des cours populaires, des cours collectifs, je prenais 30 euros de l'heure, tu vois, c'est en 2009, ça changeait, quoi, tu vois. Et donc c'est cette rencontre. Et, euh, et voilà, tout de suite je me suis mis à lire,
et à suivre une formation qui était créée par Raphaël Mailleux, qui a formé Pascal Lafleur, qui s'appelait Écosport, l'écologie relationnelle que l'on rencontre dans le sport, appliquée à la vie de tous les jours. Donc un pavé comme ça, un week-end en présentiel tous les mois pendant 1 an, plus plein de travaux. Et on a bossé sur nous, surtout. Donc voilà, d'entrée de jeu, comme j'ai mis les bandes et fait le shadow et la corde à sauter tout de suite, j'ai pas mis des heures à regarder une salle de boxe. On pratiquait, tu vois. Tu arrives sur un terrain de basket, on te jette le ballon. Mais je sais pas, ben fais quelque chose, tu vois. Commencer tout de suite et y mettre la même passion. Je me revois rentrer le soir après les entraînements, et au lieu d'aller au resto et de parler Muay Thai, de mettre des vidéos de confiance en soi, écartolées, moments présents, la résilience, les blessures de l'enfance, la base pour moi. Les 7 premières années de la vie, la psychanalyse de l'enfant, d'où on vient, et surtout après la fonction dynamique et la fonction un peu psychologique. Bon voilà, il y a ça, et qu'est-ce que t'en fais? Et dans le coaching, il y avait bon, il y a ça, et tu peux en faire autre chose. C'est ça qui me plaisait, l'orientation solution, les pratiques physiques actives, l'écriture, le mouvement, la parole. Et voilà, j'ai préparé mon dernier combat en 2011, et avec la visualisation, la respiration connectée, plein de choses. Et j'ai fait un dernier combat à 41 ans qui est sur Dailymotion, Duarte contre Frédéric Belloni, le tueur de l'époque. Moi, j'étais sur 2 défaites, lui était plein de bourre. Et on a fait un combat magnifique. Les juges m'ont donné vainqueur et j'ai quitté le ring en me battant après avoir pris un KO et une fessée. Et donc j'ai vu la puissance de ce truc. J'ai mis pratiquement 18 ans de boxe avant de le rencontrer. Et j'ai dit, ouais, il y avait un élément qu'on n'avait pas travaillé, quoi. Ouais, et c'était justement ça, la visualisation et toutes les autres pratiques dont tu parles? Ouais, la visualisation, c'est une pratique, c'est un exercice. Ouais, Vraiment, le tout, c'est la connaissance de soi. J'avais pas conscience de mes peurs. Oh, j'ai pas peur, c'est bon, j'occultais. Mais comme dans la vie de tous les jours, on se connaît pas. La différence, c'est que moi, je montais sur le ring, et le jour où j'étais mauvais, bah, ça me faisait mal, et tout le monde le voyait, tu vois. On est tous forts pour cacher plein de trucs. Mais le jour de l'examen, le jour de parler à cette meuf qui t'excite, le jour où tu dois briller, ça s'effondre et tu comprends pas pourquoi. tu te sentais comment justement sur ce dernier combat? Le jour du combat, ouais, tu te sentais comment? Différemment des autres fois? Confiant, Ouais. un peu stressé, un peu tendu, et il y Mais avait une t'étais déjà joie. confiant sur tes autres combats? Comment? T'étais déjà confiant sur tes autres combats? Ouais, et différemment. Ouais, j'essaie de chercher la différence. Je crois que sur les autres combats, j'étais confiant, mais je m'interdisais de perdre. J'avais peur qu'on m'aime plus, j'avais peur qu'on me fasse plus boxer. J'avais pas peur d'avoir mal, de me casser des bras. Ça arrivait, de boxer avec des entorses, je suis sauvé de l'hôpital pour aller boxer. J'ai fait, tu vois. Mais c'est pas la douleur physique qui me faisait peur. C'était le regard, que mon nom soit sali, que la peur du regard de l'autre et la peur de l'illusion de la défaite. Je vois aujourd'hui les mecs qui perdent. Ah, j'ai appris une leçon, on passe à autre chose. Magnifique. À mon époque, nous, on se flagellait, on se montrait du doigt. À Canal+, tu perdais, on te prenait plus. Même si tu avais fait un super beau combat, tu vois. C'était particulier, tu vois, à part certains chouchous. Donc il y avait cette diabolisation de la défaite, cette culpabilité. J'étais dur avec moi-même. J'étais trop rigide, j'avais 18 kilos de plus. La mère de mes enfants, pour ceux qui ont la référence, m'appelait Jean-Pierre Bacry. Je ne sais pas si vous connaissez, vous irez voir un vieux comédien français avec Agnès Jaoui. Dans tous les films, il fait la gueule, il ronchonne, il est jamais content, le bon français de base. Donc j'étais en train de devenir ça, tu vois. Hmm. Ok. Et alors après, donc du coup, donc c'est après du coup ta carrière, après ce combat, que vient ton changement d'alimentation. Hmm. Ça se fait dans la suite logique de ces choses-là, justement? Oui, oui, ça se fait dans la suite. Et la première chose que j'aimerais te dire, c'est qu'encore cet ami Pascal Lafleur, notamment sur la viande, le coca, les sodas, je consommais tout ça, viande blanche, poulet. J'ai toujours mangé énormément de fruits et de légumes, et je crois que c'est ça qui m'a vraiment régulé. J'ai toujours été un gros mangeur de ça, mais comme tout le monde, avant les combats, je faisais un petit peu attention, féculents, viande blanche, poisson, un peu de légumes, tous les mythes de la protéine et du sucre lent, tu vois. Et comme tout le monde, bah, je gonflais. J'ai commencé à 71 kilos, j'ai fini ma carrière à 88, voire 90. Les sédentaires prennent de la graisse, les sportifs prennent du muscle. Mais c'est pas nous, tu vois. Cette graisse animale, notre corps sait pas quoi faire, ces molécules, elles se collent à nous, elles nous font gonfler. Et donc, bah, le même ami, Pascal Lafleur, on a passé 6 heures de discussion. Pendant 6 heures, il m'a écouté.
têtu, bourru, plein de résistance. Oui, mais toutes les phases du deuil, la négociation, l'accusation, et il était patient, il répondait à mes questions. Il m'a fait une masterclass de comment accueillir un esprit formaté, euh, piloté par des croyances, par des mensonges, et qui croit à ça. Et quand tu lui enlèves ça, il s'écroule avec toute la douceur, la compassion. C'était impressionnant. Et je sais aujourd'hui, pour ça que je mets beaucoup de douceur, que ça va vous chambouler ce que je vais dire si on parle de bouffe, tu vois. On fera une toute petite pause d'ici quelques minutes et peut-être on reprendra après, que je sois centré. Mais on nous a menti. Donc voilà, je vois ce Pascal tout sec et qui commence, je m'intéresse à des compétiteurs véganes. Il y en a dans le MMA, il y en a dans le powerlifting, il y en a dans le street workout, il y en a dans les sports de force. L'homme le plus fort du monde, à une époque, il y avait un russe ou je sais pas quoi, un polonais, tout gros, tout barbu, le mec il bouffe que des légumes, quoi. Et le gorille, allez, juste une petite image. Le gorille, le plus grand singe auquel on ressemble. On a la même biologie, on a les mêmes morphotypes. Qu'est-ce qu'ils mangent? Les animaux les plus forts. Donc, il y avait vraiment cette question où je me suis dit, mais si on mange pas de viande, on va être faible. Si on mange pas de lait, les os vont se casser. Toutes ces croyances, tous ces mythes, on est né dedans. Ça date de 1945, 1960. C'est tout récent, tu vois. Puis j'avais les effets devant moi. Pascal, je lui tenais les pas hauts, on prépare un combat ensemble, ça tapait, et le mec mangeait des légumes, des graines, mangeait tout ce qu'il y a autour de la viande. Quand tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vais manger si je mange plus de viande? Ben, quand tu manges ta viande, c'est rare qu'il y ait que ça dans l'assiette quand même. Des fois on le fait, hein. Mais souvent il y a plein de trucs autour. Ben, tu manges tout ça plus, tu vois. Donc c'était vraiment la performance et puis ce fait que j'avais grossi. Moi, pour moi, grossir, c'était vieillir. Je m'étais fait la promesse de mourir avec mes abdos visibles et là je les voyais plus, j'étais massif, quoi. Tu sais, les grosses épaules, gros. Et ça m'allait plus. C'est vraiment qu'une quête esthétique et la santé est venue après. Et puis après, voilà, tu ouvres la boîte de Pandore. Tu te renseignes sur les médicaments, sur le mythe du sucre lent, des protéines animales, les effets inverses, l'acidité du sang. J'étais m'informer, m'instruire, me cultiver. J'ai entendu cette discussion et après j'ai fait des essais sur moi. Avant de faire la petite pause, parce que quand je faisais des combats, je pouvais arrêter le coca une semaine, arrêter le sucre, les gâteaux une semaine, arrêter le sexe une semaine, 15 jours, c'était le plus dur. Donc Pascal, il m'a dit, Aurélien, t'as fait tous les régimes du monde. J'ai dit oui. Il m'a dit, essaye de ne pas manger de viande pendant 7 jours. Il m'a dit, c'est quoi 7 jours dans ta vie? On dit, quand t'en bouffes 2 voire 3 fois par jour, et même dans les grignotages, ton corps sent que, putain, ouais, je suis un toxico. Si ça va être dur, c'est que t'es intoxiqué, hein. La définition même d'une dépendance, c'est ça. C'est la difficulté à arrêter quelque chose, quelle qu'elle soit. Et notamment une chose qui te crée des inconforts. Donc je dis, ok, je fais le test. Je dis à la mère de mes enfants, allez, pendant une semaine, je mange pas de viande ni de poisson, tu vois. Oh là là. Oh là 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 là. Mon Dieu. Donc attends, pas de viande et de poisson, hein. Ouais, rien d'animal. Ok. Rien d'animal pendant une semaine. L'envie, la bouche qui salive, un toxico. Le 3e jour, je te préviens tout de suite, tu vas faire une crise de manque. Cette fameuse crise d'acidose où les gens disent, oh, je suis anémié, je reprends la viande. C'est tout simplement ton corps, il était tellement habitué à l'acidité de la viande, on t'en a mis dans le biberon. Si t'as pas été allaité par ta mère, le lait de vache ou le lait industriel, les petits pots que je donnais à ma fille, tous ces produits industriels, ils étaient empoisonnés. T'as jamais mangé sain. Si t'es né après 1990, tu n'as jamais mangé de choses saines. Si tes parents n'avaient pas un potager et qu'ils te prenaient les... T'es intoxiqué depuis le début. Et donc, quand tu arrêtes ça, le pH de ton corps, il change. Des suées, des réveils nocturnes, des bouffées de chaleur, des démangeaisons. Et là, bon, super dur, je me rends compte vraiment la dépendance, le corps qui demande son poison. J'ai arrêté de manger de la viande en 2010 ou 2011, je crois. Aujourd'hui encore, je salive quand il y a un barbecue ou quand je vois les charcuteries, les choses que j'aimais manger. Mais à culpa, je salive encore, mais je n'y vais plus. Mm. Aujourd'hui encore, je salive quand il y a un petit cul qui passe et je n'y vais plus. J'ai appris à raisonner et à tempérer mes pulsions et plein de choses. C'est ça, avancer dans la vie, tu vois. Ouais. Et donc, résultat des comptes, une semaine, 7 kilos. 7 kilos en moins. En une semaine. J'arrête une chose, une semaine, 7 kilos en moins. Je vois mon ventre qui fait comme ça.
pour donner l'explication juste avant de faire la pause, euh, que tu nous crois ou non, il y a un processus de digestion. Dans l'intestin, il n'y a qu'une seule voie. C'est pas comme sur l'autoroute ou sur le périph'. Il n'y a pas plusieurs voies. Il n'y a qu'une seule voie. Certains aliments, les végétaux, vont être digérés, éliminés en quelques heures. La protéine animale, quelle qu'elle soit, ton corps va mettre 72 heures. 3 jours de la bouche à la sortie, c'est 3 jours. Donc ça va stagner dans tes intestins, après l'estomac, ça va stagner, ça va rester longtemps. Tout simplement. Et ça va faire bouchon. Derrière tous les végétaux, tout ce qui devait passer rapidement ne peut pas passer. Et comme de par hasard, qu'est-ce que ça fait? Tout ça, ça pourrit. Et ça crée encore plus d'inflammation. Ces relents qu'on a, ces bouffées de chaleur, ces lourdeurs, ces coups de barre, c'est cette inflammation qu'on a en nous. Regarde un petit exemple pour que tu comprennes. Tu manges de la viande lundi midi. Elle sortira mardi midi, mercredi midi, jeudi midi. Elle sortira jeudi midi. Mais entre-temps, tu as mangé lundi soir, mardi matin, mardi midi, mardi soir, mercredi matin, mercredi midi, mercredi soir, jeudi matin. Tu as fait 8 repas. Et on ne mange pas comme des moines. Hein. C'est ça la taille de notre estomac. Les ninjas, ils disent, ça c'est ta portion d'un repas. Si tu manges plus que ça, tu te gaves. Donc ce qui se passe, c'est que tu as 8 repas qui sont dans ton corps, stockés dans les intestins, qui n'en peuvent plus, qui se fatiguent. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'énergie, et qu'on a des coups de barre, et qu'on est fatigué. Et donc voilà, donc en retirant ça, tu permets aux végétaux, aux sucres, aux fruits, aux graines, aux oléagineux, à tout ce qu'il y a autour, de te donner leur énergie et de partir vite. T'enlèves les inflammations, les brûlures et toutes les pensées sombres qui vont avec, l'agressivité, les sauts d'humeur, les problèmes nocturnes. J'ai plein de carences depuis que j'ai arrêté la viande. J'ai plein de carences. J'ai des carences en acidité, j'ai des carences en agressivité, j'ai des carences en réveil nocturne, j'ai des carences en rougeur, j'ai des carences en maladies inflammatoires. J'ai plein de carences. Mais aucune bonne carence. Enfin, aucune mauvaise carence. Aucune mauvaise Une carence. perte de la masse musculaire. Mm. Ce muscle que je mangeais, ce muscle animal qui faisait gonfler mon muscle, j'ai retrouvé le Aurélien, et pas le Aurélien réel. Regardez les peuplades primitives dans les pays où il fait chaud, ils sont tous très secs, très affûtés. Dès qu'ils viennent en Occident, une génération après, ils sont tous plus gros. La nourriture qu'on a mangée. Donc, sensibilité au froid, un peu plus. Il n'y a pas la graisse qui protège. Donc, oui, attends-toi à ça. Si tu enlèves cette merde de ton corps et ce poison, sensibilité au froid, un peu de fonte musculaire. Et aujourd'hui, il y a des sportifs qui me font mentir. J'ai 54 ans. Le taux de testostérone baisse. Je ne travaille plus aussi dur qu'avant. Il y a des mecs de mon âge qui font des compléments au testo et qui tirent et qui ont des gros muscles sans manger de la mort. Parce que la viande, c'est un mot pour cacher ce que c'est. C'est du cadavre en décomposition. C'est ça qu'on met dans notre corps. Donc tu peux aussi rester costaud si tu as envie. C'était pas mon souhait. Moi, je voulais redevenir le roseau que j'étais et ça me va très bien. Est-ce que tu programmes tes repas dans ta journée ou alors ça se fait vraiment au feeling? Comment ça Ah, se concrétise tout ça? Léo, merci pour cette super question. Et je te rappelle que mon ami a passé 6 heures à discuter avec moi, à faire tomber mes croyances une par une. Derrière, j'ai passé des heures. Je vous conseille tout de suite une conférence, tu pourras mettre le lien, de Gary Yourofsky, la conférence la plus importante de ta vie. Gary Yourofsky, il y en a pour 1 heure. Allez écouter ça sur l'alimentation. Les travaux d'Irène Grosjean. Allez voir tous ceux qui prônent le jeûne intermittent, de faire confiance à son corps et de s'écouter, de sortir des 3 repas par jour. Il y a plein de choses à déconstruire avant. Le mythe des 3 repas par jour, le mythe de la protéine, le mythe du lait, du calcium, des produits laitiers. Il y a des choses, tu es né dedans, tes parents aussi, et on t'a surtout élevé à la peur. On t'a pas dit les avantages de les prendre, on t'a dit si tu les prends pas, tu vas être fragile, tu vas être faible, et donc c'est à la peur on mange par habitude, par tradition, par convention, par coutume, par goût, et pas forcément des choses bonnes pour nous. Donc tu vois, il y a un peu de trémolo dans ma voix, parce que c'est un deuil. C'est un deuil de certaines choses. Comme je te parlais de la sexualité, moi j'étais très coureur, très infidèle, très volage, et c'était ça pendant des années dans ma vie. Et à 40 ans, de décider de ralentir ça, ça a été super dur. Les habitudes de jeunesse sont les plus dures à perdre. Hein. Rappelez-vous la masturbation, les garçons.
la malbouffe, l'envie d'avoir raison, le conflit, il y a plein de sales habitudes qu'on a, l'ordinateur, le sucre. Et donc, quand tu es né avec, derrière la bouffe, il y a la sociabilisation. Chaque fois qu'on se réunit, les repas de famille, les anniversaires, les baptêmes, il faut qu'il y ait de la bouffe et si possible des animaux morts, quoi. Et les grandes fêtes, plus il y a d'animaux morts, plus on est content. On a associé vraiment le côté de s'il y a de la viande, c'est la fête. Et c'était le cas, demande à tes grands-parents, nos grands-parents mangeaient de la viande tous les 15 jours. La chaîne du froid, les supermarchés, c'est 1960. Le verre de lait dans le bol du petit français, c'est pas la laitière du Moyen-Âge. C'est 1945, après la Première Guerre mondiale. Les Américains ont tout rasé en France, ils ont bombardé. C'est ça qu'on a oublié, hein. Ils ont détruit tellement de choses et ils ont apporté leur mode de consommation. Regarde nos tenues vestimentaires, les blue jeans, les baskets, regarde nos séries et regarde notre bouffe. On n'a pas été envahi par les communistes, on n'a pas été envahi par les nazis, on a été envahi par l'américanisme. On a pris le mode de vie, le consumérisme, la télé, le truc, et la malbouffe aussi, tout simplement. Donc c'est très récent, et on n'a jamais eu autant de maladies, on n'a jamais eu autant de problèmes cardiovasculaires, pas que d'obésité, de surpoids, de dysfonctionnement, de cancer. Aujourd'hui, l'OMS le reconnaît, que la viande est cancérigène. Donc tu vois, je mets beaucoup de douceur parce que je sais que ça va te chambouler. C'est une décision, si tu m'écoutes, qui est dure à prendre et qui est salvatrice. On se tue à petit feu avec cette malbouffe que l'on paye pour un moment de plaisir gustatif sans se demander quel effet ça fait dans le corps. Et derrière, on écourte notre vie. On a une vie avec moins d'énergie. Regarde les vieux qui mangent trop ou dans quel état ils sont, ou même les jeunes. Et derrière, on va payer des médicaments aux mêmes personnes qui fabriquent ces poisons, ces animaux empoisonnés que l'on mange. Il y a de la viande saine, je peux y croire, mais on mange de la viande malade. Donc voilà, je voudrais vraiment que tu saches que je t'aime autant, toi qui m'écoutes, que ces animaux que tu manges, et au-delà du mal qu'on fait, du sang qu'on fait couler sur un autre point de vue, qui est-ce qu'on est pour légitimer que pour qu'on vive, il faut que le sang coule tous les jours. La viande, on tuait un cochon, on tuait un mouton, on l'avait élevé, on l'avait protégé, on l'avait nourri, on s'était attaché à lui. Ça nous fendait les cœurs. Des fois, on faisait même appeler quelqu'un pour le tuer. Après, il fallait le découper, sentir la viande qui pue, sortir les organes, les abats, enlever la peau. C'est horrible ce travail, c'est horrible. John Lennon disait si les murs des abattoirs étaient transparents, l'humanité entière serait végétarienne. Regarde une seconde, dit Gary Yourofsky, des images d'abattoirs. Regarde une seconde. Si tu te sens pas bien, si ce que tu vois n'est pas bon pour tes yeux, pourquoi ça serait bon pour ta bouche et pour ton corps? Vous saisissez? Donc, il y a beaucoup de conséquences graves à la consommation excessive de viande. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Ben, tout ce qu'il y a autour. Ça paraît, c'est pas toi qui demande de la viande. C'est ton corps qui réclame sa dose d'acidité. On a habitué notre corps à l'acidité. Le problème du cerveau, c'est qu'il a des habitudes. Le problème du corps, il va redemander son poison. Et quand tu manges plus de viande, ton pic d'acidité redescend, tu fais du manque et ton corps te redemande cette acidité. C'est une dépendance, comme le sucre, comme se sentir plein. Les pâtes, le riz, ce sont des cols. Les purées, les pommes de... On te colle avec des sucres lents pour avoir de l'énergie à long terme. Tu fais des marathons? C'est quoi ton taf? Donc, dans l'idée, on se met des cols. Et derrière cette colle, qu'est-ce qu'on fait pour se décoller? On prend un excitant, un café, un thé, c'est pas loin du café, un verre d'alcool, une clope, une vitamine C, mais ça n'a pas de sens. Imagine, je te donne une image. Ton alimentation, ça te construit, c'est de l'énergie. Imagine, tu prends ton véhicule, quel qu'il soit, là. T'as plus d'essence. Tu fais le plein d'essence. Ton véhicule te dit j'ai un petit coup de barre, je vais pas démarrer tout de suite, hein. Je fais une petite sieste d'1 heure, réveille-moi dans 1 heure et on y va. Tu vas dire à ta voiture, mais tu te fous de ma gueule. Je viens de mettre 40 balles, 50 balles, je sais pas. Et tu veux. Et comment ça se fait que toi, c'est l'heure du repas, t'as faim, bah, tu crois que t'as faim, c'est ton estomac qui demande à être rempli, tellement tu te sens vide dans ta vie, il faut que tu te remplisses de quelque chose, et ton corps qui demande son poison. Et puis ça sonne. On se moque des chiens de Pavlov qui
qui salivent quand on sonne la cloche, et nous, quand la cloche sonne, on va à la cantine. Hein. Les chiens sont conditionnables, pas nous. Nous, on est au-dessus, nous. Hein. Et donc, cette alimentation, elle te vole ton énergie. Ton corps, c'est tellement dur pour lui, il n'y a tellement pas de vitamines ni rien dedans, qu'il est obligé de te mettre en état de léthargie pour évacuer les déchets. Ça n'a pas de sens. Donc, tout ce qu'il y a autour, les plantes, les végétaux, les graines, les oléagineux, les fruits, ça va découvrir un nouveau champ de compétences. Et ce qu'il y a de magique aussi, j'en ai mangé hier soir encore, aujourd'hui, je ne suis plus végane, je l'étais à une époque, et ce que j'appréciais chez le véganisme, c'est leur radicalité. Pour être champion, j'étais radical dans mes entraînements, je soufflais mon gâteau d'anniversaire, je ne le mangeais pas, j'étais radical, je dormais avec la mère de mes enfants, je ne faisais pas l'amour, avant le combat j'étais radical, des fois je faisais chambre à part, c'était plus facile. Hein. Mais voilà, donc les véganes, eh ben, ils ont développé, ils savent que le goût de la viande, la mastication, quand tu es né avec ça, c'est dur de t'en passer. Donc depuis des années, j'ai même été au Burger King il n'y a pas longtemps, ils font un sandwich vegan. Des fois, j'ai ce besoin de, ouais, je vais le dire, un peu de malbouffe, manger un peu gras, un peu festif, de célébration. Et bien aujourd'hui, il y a des saucisses, du grec, des pizzas, toutes les formes de viande existent avec des tofu différents. Je te parle pas de tofu de base. Tu sais, quelqu'un qui cuisine mal, donne-lui une bonne viande, ce sera pas bon. Le tofu mal cuisiné, c'est pas bon. C'est pas le tofu, c'est le cuisinier. Il faut le faire mariner, il faut le préparer, il y a plein de choses à faire, tu vois. Donc tu peux vraiment garder ce goût de la mastication, du plaisir de manger quelque chose qui ressemble à la viande, sans faire couler le sang, sans faire de mal aux animaux et sans abîmer ton corps. Donc ne me crois pas. Tous tes desserts existent au lait végétal. Ma grande sœur qui est traiteur et qui cuisine depuis 15 ans les gâteaux, les crêpes au lait végétal. Tu remplaces le lait animal. C'est super bon. Et t'as pas le cholestérol et toutes les maladies qui sont dans ces animaux. Donc c'est un changement de croyance. Tant que tu penses que la viande c'est bon pour toi et que tu vas être anémié, qu'il faut en manger, que on ne pourra rien faire pour toi. Quand tu vas commencer à te questionner, les gens en surpoids autour de moi, d'où viennent les maladies? Tous les gens malades autour de toi. Réponds à cette question. C'est trop de fraises, trop de cerises, trop de pommes, trop de brocolis, trop de navets. Qui ça rend malade ça? Qui un jour est mort de ça? Tu sais très bien ce qu'on mange trop. Et alors voilà, j'aimerais que tu saches que tu mets ta vie en danger, que tu écourtes ta vie, tu te compliques et tu mérites mieux que ça. Si tu manges acide, c'est que tu penses acide et que peut-être tes émotions sont acides. Si tu manges trop de sucre, c'est que tu manques de douceur et de tendresse dans ta vie. Si tu manges trop de piment ou trop de sel, c'est que ta vie manque de piment et de sel. On se remplit, on se gave, on mange nos émotions. Donc il y a un lien direct. Ne me crois pas sur parole, je souhaite que je t'ai ouvert l'esprit et que ma sincérité te parle plus que mes arguments, que tu peux tous contredire et que tu fasses tes recherches pour toi, pour ta santé, pour vivre longtemps, profiter de cette vie et aussi cesser ce massacre, cet holocauste. Euh, je crois que c'est 2 milliards d'animaux on tue par jour. T'as entendu? 2 milliards, en comptant les animaux marins, les petits poussins, les bœufs. C'est une horreur. Il y a des mares de sang. Nous sommes sur une planète vibratoire. Quand le sang coule quelque part, toute la Terre souffre. Et on tue trop, il y a trop le sang qui coule. Ça, c'est plus au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau humain. Est-ce que je peux continuer d'avancer dans ma vie sans légitimer que l'on tue ou qu'on fasse couler le sang pour moi? Tu ne tueras point. On n'a pas dit sauf si tu as des poils, des plumes ou des écailles. Hein, il y a les animaux qui sont animaux de compagnie et il y a ceux qu'on appelle sandwich. Non, ne faites pas du mal à ce chat. Prépare-moi un sandwich au thon, s'il te plaît. Sourions un peu. Oui. Sourions un peu, tu vois, c'est... Waouh, waouh. Mais comme si je te parlais de l'éducation, de la médecine, de la politique, tout fonctionne à l'envers et ça te chamboulerait, mais c'est nécessaire. Et la différence aujourd'hui, c'est qu'on le fait dans la joie, c'est que t'es pas seul. Tu as plein de réponses à tes questions. À certaines époques, il fallait avoir un livre, aller à l'autre bout du monde pour avoir ces informations. Là, tu as des outils pour. Donc, ça va être plus facile le changement. Tu jeûnes, toi, Aurélien, des fois? Oui, j'ai pratiqué longtemps des jeûnes intermittents, c'est-à-dire dernier repas après l'entraînement, je mange un peu tard, hein, vers 21h, 22h.
Et après le premier repas, j'allais pousser 10 heures, après 11 heures, midi, 14 heures des fois. Et des fois, je me force à manger parce que j'ai tendance à trop maigrir. J'ai fait des périodes de jeûne intermittent, laisser de l'espace, me demander est-ce que j'ai vraiment besoin de d'énergie ou est-ce que j'ai besoin de me remplir par habitude parce que c'est l'heure, tu vois. Donc, faites une expérience. Si tu as, si t'as 6 euros, un midi, que tu as faim, avant d'aller à la cantine, avant d'aller manger, arrête-toi auprès d'un SDF et demande-lui, monsieur, est-ce que je peux vous acheter un sandwich? Et s'il te dit oui, va acheter ce sandwich. Donne-le au SDF. Tu manges pas après. Va à table. Tu vas être là, t'es nourri. T'as contribué, t'as aidé, t'as donné. Son retour, sa gratitude, le fait de savoir que ce que. Tu te, les enfants à table. Les enfants à table. Il y a des frites. On est obligé de les appâter au Nutella où ils sont en train de jouer. Le jeu crée le jeu. Ils sont passionnés à ce qu'ils font. Quand t'es à la console, quand t'es avec une meuf et que tu kiffes physiquement, que t'es en train de faire l'amour, et t'as pas envie de te remplir d'amour et d'eau fraîche, tu vois. Quand t'es passionné par ce podcast, est-ce que là t'as envie de te lever, d'aller grignoter un truc? Non. Non, t'es en train de manger tout ce que tu reçois et c'est bon. Donc voilà, je pars un peu tous azimuts, mais il y a véritablement ça. Nourris-toi de dons, de générosité, d'émerveillement, de choses intenses dans ta vie, tu vois. Et ça va faire que tu auras moins à chercher les choses intenses dans la série, dans le Netflix, dans la vie des autres, dans la bouffe, dans le sexe, dans les drogues, parce que tu te sentiras nourri. Hmm. Tu parles de choses intenses, justement. Tu continues de t'entraîner comme avant, toi, ou beaucoup moins? J'imagine que t'as diminué un petit peu. Oui, j'ai diminué bien sûr. Avant, c'était 2 entraînements plein pot, un tous les jours minimum, et en période de combat, 2 par jour, tu vois, 6 sur 7, Ouais, et on y allait, quoi, tu vois. ouais. Donc, j'ai diminué en fin de carrière. J'avais besoin de tuer symboliquement le guerrier, le combattant, le boxeur, j'ai vraiment besoin de le dire, hein, le courtisan, le joli cœur, le baiser, l'amant. J'avais besoin de tuer ça pour rencontrer le père, le sage, l'entraîneur, l'homme avec plus de recul, tu vois. Donc j'ai vraiment écourté ça, j'ai fait beaucoup de yoga, et Ouais. c'est intense aussi. J'ai entretenu un petit peu les barres à un moment, parce que j'aime bien la forme, le galbe. Et là, je suis revenu un petit peu sur 2 fois par semaine, je refais de la force. Mais à un Ok. moment, je m'interdisais d'aller haut dans les tours. Et c'est aussi parce que j'ai ce facteur limitant, j'ai cet acouphène qui est directement lié à la pression sanguine. Et quand je fais un effort à 80%, la pression sanguine est très forte. Donc l'acouphène est très très fort. Et des fois, je ne peux plus faire l'exercice parce que j'ai l'oreille qui siffle trop fort. Tu vois, c'est comme si je te demandais de faire un gros travail de muscu avec un haut-parleur qui te hurle dans la tête. À un moment, tu as une partie de ton énergie qui serait au son, elle pourrait pas être à la barre. Tu vois. Donc c'est le facteur limitant, c'est ça. Donc je maintiens le dur, c'est important quand ça chauffe, quand c'est rouge, de pas s'arrêter, d'en faire encore un petit peu. C'est cette partie-là qui développe. Et puis tu as une fierté derrière, au-delà de la santé. Ouais, tous les jours je bouge. Bouger 10 minutes, 20 minutes tous les jours. De l'amplitude, surtout, on fait beaucoup de force. De Ouais. l'amplitude, de la souplesse. En yoga, du coup, ou pas forcément? En yoga, en mouvement, en calisthénie, en street workout. D'accord, ok. Pompe, squat, abdos. Des fois, j'aime bien mettre un peu de mouvement, un peu de variété, alterner, tu vois. Combiner un mouvement de pompe, de force, et un mouvement d'étirement derrière, un mouvement de pompe, tu vois, classique, un mouvement de yoga, des étirements longs avec derrière un peu de renforcement. La force et la souplesse, Ouais. c'est indissociable. Écoute bien, si tu as la force sans la souplesse, c'est comme si tu avais un tonneau sans eau. Si tu as la souplesse sans la force, c'est comme si tu avais de l'eau sans tonneau. Donc c'est vraiment important de développer les deux. La souplesse, c'est la première qualité qui se dégrade avec l'âge. On a tous vu des mecs de 70, 80 ans avec des bras de camionneurs, des torses, et tu leur demandes de toucher leurs pieds, ils n'y arrivent pas, quoi. Donc travailler la souplesse, c'est la seule qualité qui se dégrade avec l'âge. Hmm. Et toi, tu l'as travaillé comment? Avec des étirements? Avec des... Oui, Ouais. étirement classique. Souvent les arts martiaux, t'as vu, on s'étire, ben, j'en fais un peu plus. Je me rappelle, moi il m'appelait la danseuse, il m'appelait Davina et Véronique. Chaque minute de repos, j'écoute l'entraîneur en travaillant mes écarts. Ouais. Je check mon partenaire, je fais déjà 3 fois, je mets ma position d'écart et j'écoute la consigne. J'ai une minute d'étirement de plus que les autres. Il y a combien de minutes de repos à l'entraînement? Hmm. Hmm.
Ça fait combien de minutes à la fin de Cumulé, l'entraînement? ça Allez, fait un paquet. 15, 20 par jour. Fois 5, ça fait 5 fois, c'est 1 heure, tu vois. Donc ça va très vite. Mm. Donc des étirements, de la souplesse, ouais, de la pratique. Prends plaisir à avoir du galbe, du volume. On aime bien la force parce que ça se voit. Les pecs, que t'es souple, que ça se voit pas. T'as des experts yogis, tu les vois dans la rue, tu croirais monsieur tout le monde. Il te met dans des positions que tu serais pas capable de faire. Donc ouais, les étirements, dissocier les étirements juste pour redonner au muscle sa longueur. Quand tu fais du biceps, tu rapproches les points d'insertion, tu raccourcis ton muscle. Bah, la moindre des choses, à la fin de l'entraînement, sans chercher à gagner en souplesse, c'est de lui redonner sa longueur initiale. Tu vois, en souplesse dans l'autre sens. De la force et de la souplesse. Et parfois dissocier aussi, de faire des entraînements. Tu fais des fois que de la muscu, et ben de faire tous les samedis, j'étais à Forest Hill, un club un peu fitness, avec une prof de danse, avec les danseuses, 1 heure, 1 heure et demie de stretching, barre au sol, je pleurais ma race, j'étais le plus raide de tout le groupe, j'étais nul, et voilà quoi. Mais quand les haïkis qui devaient partir, ou même aujourd'hui, le muscle souple se fatigue moins, élimine plus vite les toxines et répond plus vite à la demande. Mm. Donc il y a d'autres avantages que juste faire le grand écart. Génial. Il y a un dernier point dont je voulais parler avec toi, Aurélien. Euh, bon, l'objectif des arts martiaux, ça reste de garder le contrôle sur l'ego. Tu vois, t'en parlais tout à l'heure de l'ego, justement. Ouais. Moi, je voulais te demander ce que tu pensais du MMA aujourd'hui, notamment bah, avec l'UFC, tu vois, quand on voit tous les trash talks, etc., qu'il peut y avoir. Quel regard t'as sur ça, toi? Alors déjà, j'ai un regard positif, hein. Cette expansion mondiale, j'aurais rêvé à mon époque que la boxe thaï, ils mettent autant de professionnalisme, les boxeurs mangent bien, ils vivent de leur taf, ils prennent des coups, ils ont des coachs, des teams, des camps d'entraînement, des sponsors. Pas tous, hein, faut le mériter, et certains ont un déblocage avec l'argent, c'était mon cas, hein. Comment ça se fait quand je boxe à Canal+, le banner il prenait 100 000 ou plus, et moi je prenais 20 000, quoi, tu vois. J'avais aussi des blocages avec l'argent. Donc, ça a permis de... Aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde connaît Cédric Doumbé, alors qu'avant, il y avait que les pratiquants ou les gens proches, tu vois. Aujourd'hui, ça a donné aux athlètes la même reconnaissance qu'un footballeur, qu'un basketteur. C'est très bien. La petite différence, c'est que au début du MMA, les pratiquants de MMA venaient, pour certains, d'écoles de strike, de frappeurs, karaté, taekwondo, des arts martiaux, des sports de combat aussi, kickboxing, boxe française. Et il y avait les lutteurs, les judokas. Donc, ces pratiquants avaient eu une éducation martiale, arts martiaux, pas sport de combat. L'art martial est fait pour faire des humains meilleurs. Il y a une dimension philosophique, psychologique, alimentaire, spirituelle, médicale. Ça sert à faire de toi un humain meilleur. Les sports de combat, ils servent à te défendre, te défouler, et ça développe d'autres choses, mais on ne va pas forcément creuser. Donc, les premiers pratiquants de MMA avaient eu ceinture, kimono identique, silence pendant les cours, soumission à l'autorité, une rigidité parfois des arts martiaux, le code de l'honneur, Jigoro Kano, le truc accroché au mur, les trucs à lire, passage de grade, tu vois, un truc un peu ferme, limité, bien cadré. C'était une génération où il y avait encore des papas à la maison, où le masculin, la force n'était pas vue comme des violeurs, des tueurs ou que du mauvais. On savait aussi qu'il fallait mettre des limites du cadre et de la discipline. Donc, quand ces gens-là sont passés au MMA, ils ont amené avec eux le salut, les trucs, l'esprit martial. Mm. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pratiquent directement le MMA, et certains qui sont professeurs de MMA directement, et qui 1 ou 2 fois par semaine vont chez les spécialistes, un peu de kick, un peu de jiu-jitsu, un peu de taille, un peu de boxe, mais qui, je pense, n'ont pas eu forcément cette, ouais, je vais le dire, cette soumission, cette dévotion, ce silence, ces règles, ces normes, ces codes un peu chiants parfois, les katas, les trucs, qui créent une base solide, tu vois. Et notamment aussi au niveau de l'éducation, la soumission au maître, tu vois. Euh, la hiérarchie méritée, le ceinture noire, tu le respectes pas juste parce qu'il a une ceinture noire, parce qu'il y a des points, il est plus fort que toi, parce qu'il en sait plus. On peut se soumettre à une autorité légitime et bienveillante. Là, on est tellement soumis à des autorités
illégitime et malveillante que dès qu'on voit autorité, on a peur. Il y a celui qui va te tenir pour pas te laisser aller où tu veux, et il y a celui qui va te tenir parce qu'il y a un scooter qui passait et tu l'avais pas vu. Les deux t'ont retenu. Hein, et tu vois, et toi, tu peux être vénère après les deux. Oh, Hmm. enculé, mais quel scooter? Il n'y a pas de scooter. Bah oui, il est passé, crétin. Va. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce trash talk, quand il y en avait un ou deux comme ça, il y a eu, même dans les arts martiaux, des trucs, des gens un peu grande gueule. Ça fait partie du jeu, tu vois, tant qu'il y a Ouais. le respect, tant qu'il y a de la créativité, qu'on n'insulte pas les mères, tant qu'il n'y a pas de la vulgarité, la créativité du trash talk fait partie du truc. J'en ai fait une fois avec Danny Bill, on s'était mis d'accord. Et dans un gymnase de 4000 personnes, on a mis 6000 personnes, on a pris un peu plus de sous. Donc voilà, aujourd'hui, peut-être la différence, c'est que, ouais, je le vois à différents endroits, chez des amateurs, chez des trucs, des interviews, il y a ce côté, il y a ce côté réseaux sociaux. Je sais pas qui tu es, je ne te connais pas, tu publies un truc et je donne mon avis. Personne ne me l'a demandé. Et souvent, je te dis que ce que tu fais, c'est pas beau. Tu te verrais marcher dans la rue, ouvrir une fenêtre de chez les gens, j'aime pas votre salon, et tu fermes la porte. Après, tu rentres dans un magasin, j'aime pas vos baguettes, et on aurait l'air idiots. Bien sûr. On nous internerait. Bah, c'est ce qu'on fait sur Internet à longueur de journée. Et j'ai remarqué depuis une quinzaine d'années, mes élèves commentent tout. Et je leur dis, j'ai pas l'habitude. Encore hier soir, hein. Hier soir, j'ai pété un câble. Je leur dis là, vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Il y a un brouhaha de fond. Je te donne une information. Il faut que tu me donnes ton avis dessus. Il faut que tu parles à quelqu'un. Quelle est cette habitude? Prends, scoute, silence, intègre, travaille, et après tu en parles. Laboratoire, lavoro, le travail, oratoire, on en parle. D'abord on travaille, après on en parle. Aujourd'hui on parle beaucoup, on travaille un peu et on reparle beaucoup. Donc je pense qu'il y a vraiment cette société du parler à tout prix, l'absence des pairs à la maison. Certains écoutaient un père avaient la crainte du père, le père aussi. Donc tu vas voir un entraîneur et tu connais le respect de l'autorité, tu en as une à la maison. Quand à la maison tu es avec maman, comme c'était le cas de plein d'enfants, c'est un peu plus one again, c'est un peu plus cool. Tu as moins l'habitude d'avoir une limite, quelqu'un de plus fort, et donc tu vas pas forcément chercher ça. Et quand une autorité arrive, tu la refuses, tu te bats contre. Donc je pense que la différence elle est là, il faut être vigilant. Et maintenir, là ils ont fait des grades, des ceintures, et rajouter cette dimension. En début d'année à mes élèves de Muay Thai, je leur lis la définition du petit Robert des arts martiaux. Une école qui apprend à se défendre avec armes ou sans armes et à éviter le combat dans tous les cas possibles et qui prend une dimension spirituelle, philosophique, médicale et pour sortir du champ, tu vois. Ton boxeur qui va pas bien, il y a un moment, faut s'arrêter. Le problème, c'est pas la patte d'ours, c'est pas ses étirements, c'est pas ça, c'est peut-être son alimentation. Comment ça va avec sa femme? Comment ça va avec sa mère? D'où il vient ce gamin? C'est quoi son histoire? Pourquoi il a de la colère? Pourquoi il écoute pas alors qu'il t'aime? Pourquoi au pas d'ours tu prends des gars, ils n'arrivent pas à faire le thème? Et moi, quand je les mets en hypnose, tout c'est l'autorité. Il fallait que je sois contre toi. Donc ouais, c'est une très belle discipline. Ils font beaucoup de belles choses. Et je pense que c'est vraiment important de revenir à des basiques, à des traditions. Voilà. Je suis pas pour la modernité, la cage, les gants, les écrans géants, le pay-per-view. Ouais, génial. Et au début et à la fin, hein, on Hmm. garde ça, quoi. Tu vois, on garde ça. Bah, c'est un excellent message de fin, Aurélien. Franchement, merci hein, pour tous ces conseils, pour tout ce partage. Comment est-ce qu'on peut rediriger les personnes qui écoutent vers toi, vers ton travail? Merci Léo. Eh ben écoute, j'ai deux liens. Je suis pas très, comment dire, site internet, donc tu peux me joindre sur mon Insta, on mettra le lien. Ouais, J'ai aussi LinkedIn, le site professionnel sur lequel je travaille, et j'ai aussi un lien Calendly, qui te permet de prendre un rendez-vous. Si tu sens que c'est un moment où tu en es dans ta vie, après m'avoir écouté, ouais, il y a des choses qui bougent, et tu as besoin d'un coup de pouce. Je suis coaché en ce moment. J'ai été coaché pendant toute ma carrière et j'étais coaché au début de ma transformation et je me ferai accompagner jusqu'à mon dernier jour parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir seul. Et je remercie les personnes qui m'accompagnent. Et bah, si tu sens que c'est le moment pour toi de bouger, c'est un coup de fil gratuit, sans engagement, où pendant une demi-heure, je vais t'écouter, voir ce que je peux faire pour toi, voir comment on peut ensemble te redynamiser, regarder différemment ton histoire, changer ta posture et apporter d'autres réponses, avec un accompagnement sur entre 4 mois et 6 mois. On part sur une préparation de combat. Hein. Je te préparerai pas en une semaine, je serai un menteur. Donc 4 mois ou 6 mois, à raison d'un contact par semaine, une séance de coaching,
un petit débriefing 3 jours après. La semaine d'après, un appel pour voir où ça en est, des petits réglages, des to-do, des choses à faire, personnalisées. Je fais de la haute couture, un accompagnement que pour toi. Donc voilà, tu peux me joindre là-dessus et passer ce coup de fil. Si aussi tu es dans une structure, entreprise, école, club de sport, et que tu veux que j'anime un stage ou que je vienne un petit peu apporter ce que tu as apprécié là, bah, tu peux me contacter pour ça. De toute façon, si tu as envie de me trouver, tu me trouveras. Génial. Bah, je mettrai tout en description. Et puis encore merci Aurélien. Merci Léo, merci infiniment pour la Merci. qualité de ton travail.